les salariés perdent de vue le but et le résultat tangible de leur travail. Les plus fragiles souffrent de maladies professionnelles, les désormais tristement célèbres burn-out, bore-out et brown-out. Les dirigeants tentent de soigner ces problèmes, non en coupant le mal à la racine, mais en faisant l'apologie absurde du bonheur au travail. Certains créent même des postes de Chief Happiness Officer, directeur au bonheur. Au fond, les salariés sont aux prises avec deux injonctions contradictoires. Les entreprises exigent de plus en plus de travail de leurs salariés, mais dans les faits, l'accumulation de process et de réunions les empêche de travailler, alors que les salariés auraient besoin de sens et d'autonomie. On leur demande instamment d'être heureux au travail. On peut s'étonner que la fiction romanesque ou cinématographique contemporaine n'utilise pas davantage le management des entreprises dans ses intrigues, dans la mesure où le potentiel comique est énorme. Aujourd'hui, les écrivains et les scénaristes connaissent mal le monde de l'entreprise. C'est dommage. Les grands artistes pourraient nous amuser en nous faisant réfléchir à la comédie managériale qui est en train de se jouer. Il existe une superbe exception à cette règle, la version britannique de la série The Office, écrite et jouée à partir de 2001 par le génial Ricky Gervais, David Brent dans la série. Dans le 4e épisode de la première saison, appelé Training, David Brent organise une session de formation sur l'expérience client et le team building. Évidemment, quelques clichés éculés et jeux de rôle ne suffisent pas à motiver une équipe qui s'ennuie terriblement et qui est dirigée par un manager qui utilise l'humour pâteau comme unique outil pour guider ses collaborateurs. Cette excellente clownerie incarne bien ce management interventionniste, amical, infantilisant, trop présent, la plupart du temps à côté du sujet. The Office est devenue une série culte parce qu'elle exprime quelque chose de vrai. Cette comédie managériale qui fait sonner faux la gestion des salariés et que les sociologues du travail expriment laborieusement et avec un biais anticapitaliste facile, répétitif et usé. Pour nous, ce management plus ridicule qu'efficace n'est pas une fatalité capitaliste. Nous ne partageons pas les critiques des néo-marxistes qui considèrent que la bureaucratie ou les maladies professionnelles sont des nécessités du capitalisme contemporain. Au contraire, nous pensons que le management moderne est souvent inefficace et contre-productif, peu adapté à l'économie du XXIe siècle. Cette dernière exige des organisations qui valorisent la vitesse, l'audace, la capacité à investir des montants importants dans les bons projets. Nos organisations ont besoin de capital financier pour investir et humain pour innover. Les entreprises doivent attirer de l'argent et de l'intelligence. Or, les process chronoformisent l'intelligence. Les présentations PowerPoint la tarissent et les réunions et les formations inutiles gaspillent l'argent. L'achat d'un baby-foot ou la multiplication des brainstorming n'arrange rien. Pour être à l'aise dans ce nouvel environnement, les entreprises doivent changer leurs croyances fondamentales et leurs idéologies souterraines. C'est pourquoi cet ouvrage veut remettre les idées managériales à l'endroit, dénoncer les concepts absurdes comme le bonheur en entreprise et revaloriser ceux de sens et d'autonomie. Les pages qui suivent vont peut-être nous fâcher avec un grand nombre de managers, mais il n'est plus possible de laisser les entreprises gaspiller leur productivité et rester prisonnières d'idéologies mortifères. Idéologie du contrôle et de la surveillance, idéologie de la peur, idéologie de l'égalitarisme, idéologie du bonheur. C'est cette emprise que nous voulons combattre pour délivrer le potentiel des salariés et de leurs entreprises. Nous sommes des libéraux et nous aimons la libre entreprise. C'est pourquoi nous enrageons de la voir polluée par des idées à la mode et conformistes. Nous militons pour un retour en force de l'autonomie, de la franchise et du sens. Ce sera une libération pour les salariés et cela contribuera à la compétitivité de nos économies dans cette période de mutation que la France et l'Europe ne peuvent pas rater. Nous croyons au rôle crucial des entreprises pour construire une société forte et innovante. Notre livre n'est pas contre les entreprises, il est pour elles. Chapitre 1. Quittons l'absurdie. Un management contemporain insensé. Dans les sociétés développées, une grande part de la population vit entre l'entreprise et le domicile. Si chacun peut organiser en théorie sa vie privée, c'est moins le cas de la vie professionnelle. L'organisation et le mode de management obligent les salariés. C'est pourquoi les absurdités managériales sont si mal vécues. Non seulement elles sont pénibles en soi, mais elles sont en outre imposées. Voici des exemples de formations, séminaires ou réunions qui nous ont semblé significatifs des dérives managériales modernes. Tous ces exemples nous ont été rapportés. Ils ne sont pas seulement des anecdotes, mais des symptômes du non-sens actuel.
Un directeur général d'un grand groupe d'assurance réunit, comme chaque année, ses meilleurs éléments. Le DG transmet une poignée de messages stratégiques clés à ses équipes, notamment la nécessité de travailler collectivement. Des liens doivent se tisser entre collaborateurs pour gagner en efficacité, affirme-t-il avec conviction. On est plus fort à plusieurs que seul, renchérit-il. Ah bon? Sans rire? Quels moyens pédagogiques ou rhétoriques ce DG a-t-il conçu pour faire passer ce message, qui valait le détour? Pas des mots, ni des actes, ni des preuves exemplaires, non, ce serait trop sérieux. Il opte pour un lancer de pelotes de laine. Ces pelotes sont de couleurs différentes, diversité oblige. Les 200 salariés se lancent alors des boules de laine dans l'amphithéâtre déjà surchauffé. Nous assistons à une scène digne d'un film d'avant-guerre où des responsables de 40 à 65 ans lancent comme des enfants des pelotes de couleur. Le problème, c'est que les fils des pelotes s'en mêlent et paralysent plus qu'ils ne tissent de véritables liens, mettant à mal la démonstration du DG. Une entreprise organise un saut en parachute pour ses commerciaux afin de les accoutumer au fait de se surpasser. Un binôme dérive à cause du vent et se retrouve à plusieurs kilomètres du reste de l'équipe. Il est la risée de ses collègues pendant la durée du séminaire. Ces activités sportives ou extrêmes, du football au saut à l'élastique en passant par l'acrobranche, sont courantes dans les séminaires d'entreprise. Pour développer l'inventivité de ses salariés, une entreprise organise des ateliers créatifs, ou plutôt récréatifs. Les salariés d'une grande banque sont ainsi enfermés dans une pièce de 9h à 18h pour jouer au Lego et à la pâte à modeler comme s'ils étaient revenus à la crèche. Un manager organise une réunion de 2 heures pour définir le jour et l'heure d'une réunion hebdomadaire. Une semaine plus tard, il envoie un email à ses collaborateurs parce qu'il s'est souvenu qu'il devait garder ses enfants le mercredi matin, moment initialement choisi par son équipe. Il fixe autoritairement dans le même email le nouveau jour et le nouvel horaire. En 2005, France Télévisions avait organisé pour les cadres de sa régie publicitaire un séminaire qui s'est clos devant les tribunaux. L'entreprise, pour tester la résistance au stress des collaborateurs, avait demandé à une agence spécialisée dans l'événementiel de simuler une fausse prise d'otage. Ces marins du syndicat des travailleurs corses interrompent violemment le séminaire, exigent 1 million d'euros et la diffusion d'une vidéo au journal de 20h du même soir. Quelques collaborateurs débrouillards tentent de s'enfuir. Ils seront stigmatisés lors du débriefing. Après plus d'une heure de terreur bien réelle, les faux preneurs d'otages lèvent le masque. Plusieurs collaborateurs, certains ont souffert de dépression, ont assigné l'organisateur du séminaire devant la justice, lequel a été condamné définitivement en 2010 pour complicité de violences aggravées avec préméditation et usage ou menace d'une arme. Les activités imposées aux collaborateurs lors de ces séminaires frisent souvent le ridicule. Relaxation pour évacuer le stress, escalade pour renforcer la solidarité du groupe, raid en quad ou escape games pour se défendre de la concurrence et l'abattre, le ridicule peut même tuer. L'un de nous deux se souvient d'un décès lors d'un séminaire auquel il était intervenu pendant la crise financière en 2008. Un homme de 50 ans succomba à une crise cardiaque lors d'un match de football. L'autre se rappelle le malaise d'une jeune femme en raison du stress que représentaient pour elle des exercices de prise de parole en public. Les pompiers ont dû intervenir. Cette jeune femme était plus gênée à la fin du séminaire qu'à l'arrivée, alors même que l'objectif était de lui faire gagner en confiance. La plupart du temps, ces pratiques dégoûtent les meilleurs et ne ravissent que les moins bons collaborateurs des entreprises. Nous ne pensons pas que ces exemples soient contingents. Ces séminaires sont dangereux parfois, infantilisant souvent et au mieux passent à côté de leur sujet. Dans le premier exemple cité, celui des pelotes, le défi du manager confronté aux exigences de la performance collective serait de s'extraire des pièges du jeu collectif en créant du sens commun. Mais le sens ne se donne pas et ne se décrète pas. Il se construit par le désir et grâce à la contribution de chacun. D'où la nécessité pour le manager d'être comme le roi de Platon, un tisserand. Ce qui caractérise un chef politique ou un dirigeant d'entreprise digne de ce nom est sa capacité à tisser, c'est-à-dire à combiner habilement les différences de tempérament et de compétences, et de construire l'unité à partir d'une diversité bien amalgamée. L'idée du tisserand, issue de Platon, est grandiose. De là à lancer des pelotes. Au sujet du deuxième exemple, les activités extrêmes sont censées souder les équipes. Mais les collaborateurs les considèrent souvent comme des évaluations masquées, ce en quoi ils n'ont pas forcément tort.
Qui peut penser